Certains jours, Sarthe toujours, lequel mettre en certains jours, lequel mettre en Sarthe toujours, je ne savais pas très bien. Bon, allez, certains jours, même découverte. Le dernier numéro, à l'image de notre patrimoine, c'est l'automne 2015 qui vient de débuter. Blandine Nicot, bonsoir. Bonsoir. Le dossier est consacré à la Mayenne. Oui, très belle exposition à Jublain. L'exposition Corps et âme, et Agathe Legros revient sur cette exposition que j'ai visitée et qui est vraiment incroyable. Mais on ne parlera pas de la Mayenne, on parlera uniquement des choses sartoises, en l'occurrence d'Eugène Landron, de la Transvape, de l'art roman dans le Maine, de Pascal et Muriel Le Gagneur, et puis du château de Sourches. Donc première partie. Deuxième partie, on reste un peu quand même dans l'univers même découvert, plus précisément de les éditions de La Rainette, pour ce Sarthe toujours. Alors le Sarthe toujours, c'est évidemment l'ouvrage de Franck Miot et de Grégoire Follin. Bonjour messieurs. Bonjour. Qui s'intitule Les hôtels particuliers. Au Mans. Au Mans, voilà. Voilà. Et vous entourez une romancière, Delphine Bruyère, qui a sorti son premier livre, donc Plume égarée cherche sa pie, au Mans. Il y a quoi? Quelques mois? 2 mois. Ah oui, 2 mois, oui, c'est vraiment récent. Disons, vous écrivez vite alors. Et le deuxième vient de sortir à l'instant. Ça s'appelle Le vol des ports voyageurs, au Mans toujours. C'est ça. Bon, vous écrivez depuis combien de temps? 4 ans. 4 ans. Enfin, depuis toujours, mais réellement depuis 4 ans. Vous Sérieusement. Vous allez nous raconter ça dans un instant. Roman particulier. J'ai dit polar, est-ce que ça vous va? Je dirais plus roman d'aventure, mais on le classe dans le polar. Ah oui, quand même. D'accord. Sympathique en tout cas. Merci. Allez, c'est parti pour d'abord découvrir Blandine Nicot et Maine Découverte. Maine Découverte consacrée donc à des choses qui se déroulent en Mayenne, qui se déroulent en Sarthe, en matière de patrimoine, de savoir-faire. Eugène Landron, architecte des Châtelains, c'est ainsi que s'intitule l'article de Philippe Leroux-Hugon, et qui nous décrit notamment un château qu'on ne peut plus connaître puisqu'il a été abattu près de Vendôme. Oui, la Gaudinière n'a été érigée que pendant 4 années finalement, et donc il a été construit à la demande du duc de Doudeauville, qui souhaitait avoir un château fastueux où il faisait de grandes réceptions, et à la mort de ce dernier, le château est rapidement tombé en désuétude. Alors vous allez voir les images, elles sont magnifiques, les images de château. Qu'est-ce qu'il est dommage qu'il ait été effectivement abattu au cours des siècles. Ce château qui avait coûté 2 millions de francs or. Ça représente une somme absolument colossale aujourd'hui, quoi. Hein. Oui, vraiment, c'était quelque chose d'assez énorme à l'époque. Et voilà, donc aujourd'hui, on ne voit plus que des ruines de ce château. Eugène Landron, qui n'a pas fait que ce château. Alors, un château qui fait quand même 7500 mètres carrés de surface au plancher. Il a fait les communs du Loir, les communs de Montfort-le-Génois, ou d'autres petits patrimoines châtelains quand même dans la Sarthe. Oui, voilà, il a effectivement. Donc, on avait suivi Eugène Landron, qui était parti en voyage dans un premier numéro de Maine Découverte. Ensuite, il vient s'établir à Saint-Calais, où il construit notamment la halle au blé et les boucheries. Et il était donc architecte des Châtelains. Et il a vraiment travaillé sur de nombreuses demeures, donc le château de Montfort-le-Génois, l'orangerie également de Montfort, et la chapelle du château de Coulonges. Hervé Guyomard, quant à lui, s'est intéressé. Alors, on connaît bien Hervé Guyomard parce qu'il aime évidemment, avec la Fondation du patrimoine, le patrimoine d'une manière générale, mais il aime aussi l'automobile. On sait qu'il a dirigé à la CO le circuit Bugatti, et là il s'intéresse à quelque chose qui est entre l'automobile et le train. Il s'agit de vapeur. Le chevaux vapeur du Transvape. Voilà, donc il a un petit brin de nostalgie avec la Transvape, et il a fait pour nous le reportage. Il a fait donc ce voyage qui lui a plu. Il a retrouvé cette odeur d'huile chaude, l'inconfort des banquettes en Moleskine. Voilà, et donc c'est vraiment une invitation pour les lecteurs à faire cette petite balade d'entre
connétable, effectivement, et comment on appelle ça déjà, Bélier, voilà. Connery Bélier, évidemment, Ouais. en s'arrêtant à Prével ou encore à Tuffet. Et il n'a pas pu s'empêcher de terminer l'article, évidemment, sur une anecdote sur Bugatti. Oui, bah oui, puisqu'ils avaient fait c'était il devait battre un record et il n'a pas réussi à atteindre les 200 km/h. Ils n'ont fait que 199,8 km/h, exactement. Et c'était presque, mais ils ne sont pas arrivés, Voilà. effectivement. On passe du coq à l'âne, l'art roman dans le Maine, avec Isabelle Léon Robin, photo de Yuri Papin. Oui, donc là, l'art roman, Isabelle Léon Robin souhaitait faire un clin d'œil à ce style qui est assez propagé en Sarthe. Finalement, on retrouve beaucoup d'églises qui ont été bâties sur ce style architectural. Donc, beaucoup Chevilliers, Viré, Donfront, Mareil, etc. Voilà. À découvrir en photo, enfin vous les avez aperçus. C'est absolument magnifique. Alors ce qui est intéressant, on découvre ce qu'est l'art roman, pas toujours facile à distinguer du gothique, puisqu'il y a obligatoirement une période de transition. Oui. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est de découvrir que aujourd'hui, on apprécie l'art roman par sa sobriété, sa simplicité. Or, à l'époque, on lit qu'on aimait au contraire la surcharge de sculptures, par exemple, très chargé, et de couleurs. Exactement, c'est ça. Que notre joie demeure. Non, ça n'est pas un article sur l'art religieux, c'est un article sur Pascal et Muriel Le Gagneur. Oui, donc deux ébénistes de talent. Donc, je tiens aussi à souligner que Pascal Le Gagneur est excellent photographe puisqu'il a fait les 2 premières photos de Maine Découverte dans la rubrique des cadrages. Et donc, c'est un homme aux multiples talents, donc photographe d'une part, mais aussi ébéniste, et donc il restaure des meubles boules. Et donc cette marqueterie est incroyable, ils utilisent vraiment différentes essences de bois, l'écaille de tortue, de l'ivoire, du bronze, et ils restaurent des pièces absolument incroyables. Alors à découvrir sur le site internet marqueterieboule.com, c'est leur site à eux, www.marqueterieboule.com, où on découvre la restauration. Alors on parlait il y a un instant pas de tramway, enfin de train, là en l'occurrence d'un tramway qui a été fait par Carrel et Fouché, je crois. Voilà, ils ont également, donc là les derniers travaux en date, c'est de la restauration d'un train, donc ils refont tout l'intérieur, enfin c'est un travail colossal. Bon, et c'est vous, Grégoire Follin, qui avez fait les photos. Exactement. De ce reportage, comme celui d'ailleurs du château de Sourches, le Versailles sartois. C'est vrai qu'il est impressionnant ce château quand on y arrive. Il est impressionnant par ses perspectives, par les jardins, l'espace. Oui, c'est vraiment un lieu incroyable en Sarthe. On ne s'attend pas du tout à trouver un château de cette envergure. C'est un Saint-Symphorien, voilà, je vais y arriver. Un château immense, 80 pièces, 220 fenêtres. Autant de fenêtres que de jours dans l'année. Oui, c'est ce que... effectivement, ce qui était dit, qui a appartenu à la famille de Descartes. Oui. Hein, il y a quelques années, un parc signé Jules Ardouin Mansart et surtout une terrasse avec un dôme, lanterneau qui a été refait il y a peu de temps, je crois. Voilà, qui a été refait il y a peu de temps, un escalier pour accéder à ce dôme qui est incroyable aussi, qui est vraiment sculpté dans le bois, et une fois qu'on arrive à accéder à ce dôme, on a une vue à 360 degrés. Et un panorama exceptionnel. Voilà. Alors, est-ce que le spécialiste de la cité Plantagenet et du patrimoine de la cité Plantagenet est allé visiter le château de Sourches? Alors j'ai déjà eu l'occasion de visiter le château de Sourches, mais avant les grandes campagnes de restauration, et c'est vraiment un château tout à fait exceptionnel et magnifique dans la campagne sartoise. Ouais. Et au milieu d'une ferme, comme on dit, de culture innovante. Voilà, c'est ça. Hein, bon, merci pour cette présentation. Maine Découverte de l'automne. On parle maintenant des éditions de la Rainette. Alors, Plume égarée cherche sa pie, le vol des pandas voyageurs signé Delphine Bruyère. Donc, vous disiez, vous écriviez depuis toujours en fait. Hein. Oui, depuis petite, j'ai écrit beaucoup de poèmes et beaucoup de nouvelles. Mais j'ai jamais voulu vraiment les faire lire. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que Blandine ou Grégoire, je ne sais pas lequel des deux, a réussi à vous convaincre pour éditer votre roman? Non, ils ont pas essayé de me convaincre. C'est moi qui les ai harcelés. Ah, vous les avez harcelés? Ah bon, d'accord. Et alors, vous avez été séduit ou pas, tout de suite?
Oui, alors c'est vrai que les éditions de la Rainette n'étaient pas habituées à faire du roman. Bah non. Elles ont toujours fait du beau livre. Et nous non plus, on n'avait pas trop cette expérience. Et on a décidé de franchir le pas, puisque notre but aujourd'hui, c'est toujours d'ouvrir un petit peu la ligne éditoriale tout en restant sur la culture et le patrimoine. Et le roman de Delphine se passe au Mans. Toute l'intrigue se passe au Mans. Ah, c'est étonnant. Alors, ça se passe surtout autour d'un personnage qui s'appelle Lisa Delalande, qui est journaliste à Ouest Libre. Ça, il fallait l'inventer, mais le Ouest Libre n'est pas ni rue Gambetta, ni place de l'Éperon. Il est alors dans un endroit intéressant, en Gare Sud. Vous avez des attaches par là J'y passe souvent. On en parle beaucoup dans les deux ouvrages, d'ailleurs, Ouais. je pense. À cause des toques de Mézy, notamment. C'est ça. En fait, il fallait que je parle d'un endroit que je connais. Du coup, j'ai pris des endroits qui me paraissaient familiers, que je fréquente. Et du coup, je me suis dit, Gare Sud, c'est parfait, j'y passe souvent. Allons-y. Alors, ça commence par donc l'histoire de cette célibataire coquette qui va jusqu'à assortir ses parapluies à sa tenue. Donc, ça ne doit pas être simple de trouver les parapluies qui conviennent. Qui a un animal domestique, une pie. Oui. Et en fait, tout démarre par la mort de la pie, quoi. C'est ça. Malheureusement, cette pie trépasse et du coup, Lisa décide de se venger parce qu'elle pense savoir qui c'est et elle se dit non, ça c'est pas possible, quoi. J'ai toujours été trop gentille, trop sage. Maintenant, je change. Alors, c'est étonnant. Alors déjà, voilà, le point de départ de l'histoire, il fallait l'imaginer. Alors après, ce qui est encore plus étonnant, ce sont les personnages. Le commissaire Tesla. Alors en plus, vous utilisez le nom Tesla qui est très à la mode en ce moment, les voitures électriques. Ce commissaire Tesla, on a envie de le connaître. Enfin, très honnêtement, il est étonnant. Racontez-nous. En fait, Tesla, pourquoi? Bien sûr pour Nikola Tesla et non pas pour Tesla Motors, bien qu'on l'ait en commun. Je suis admiratrice de cet ingénieur, donc je me suis dit j'allais le mettre à l'honneur. Voilà pourquoi Tesla. Et pourquoi ce commissaire? Il fallait quelqu'un qui mette des bâtons dans les roues de Lisa. Et il a évolué, ce personnage, parce qu'en fait... Au départ, il est antipathique, on ne peut pas faire plus antipathique que lui. Il devait rester comme ça. Ouais. Mes collègues m'ont dit, ah mais non, mais Delphine, il nous faut une histoire un peu, entre guillemets, romantique, donc ça change, Voilà. ça évolue. Bon, autre personnage essentiel dans ces histoires, parce que ça se suit, hein, c'est le deuxième tome, on imagine qu'il y aura un troisième, un quatrième, un cinquième, etc. Thomas, un ado geek. C'est ça. C'est étonnant d'associer comme ça une célibataire de 28 ans et un ado geek. Oui, mais Lisa a assez peu de famille. Elle a trouvé ce petit ado et elle s'est rendue compte qu'il faisait partie de sa famille. Et donc elle ne le lâche plus. Et il est assez rigolo, donc elle aime bien aller le voir. Ça lui change les idées. Et puis il lui apprend plein de choses, parce que c'est un ado, enfin j'en connais un très bien. On voit que vous en connaissez un, parce que la manière dont il parle est parfaitement reproduite. Hein, Voilà, exactement. Donc je m'inspire d'un ado que je connais très bien. Et c'est très sympa. J'aime beaucoup la relation entre Lisa et cet ado, justement. Bon, et puis alors plein d'autres personnages. On a Madame Bénard, est-ce que c'est Marie? Elle pourrait quasiment l'être. C'est la concierge. Un politicien pas très sympathique. Ça, c'est pour la première histoire. Pour la deuxième, on a alors un directeur de supermarché, enfin un propriétaire, copropriétaire, étonnant. Assez étonnant, en effet. Ambigu. Oui. En fait, c'est ce qu'apprend Lisa au fil de ses histoires, c'est que les choses ne sont jamais ni noires ni blanches. Elle apprend que les choses sont pleines de nuances. Et du coup, ce personnage qu'elle croyait vraiment horrible, elle va apercevoir des facettes un petit peu différentes. Parce que elle, son truc, c'est de faire, j'allais dire, de la justice caritative. Enfin, je sais pas comment dire. Voilà, c'est ça. C'est ça. En gros, tout ce qu'elle pense être une injustice, elle se dit, bah, c'est bon, maintenant, je fonce, je fais ma propre justice parce que ça n'avance pas assez vite. Je me sers au passage et je redistribue. Voilà, exactement. C'est un peu l'idée. Je n'ai pas envie de raconter trop les éléments de l'histoire, parce que ce qui est intéressant dans ce genre d'histoire, c'est évidemment qu'il y a beaucoup de rebondissements, qu'on en découvre à chaque page, et c'est particulièrement bien raconté. Alors, il y a un mélange, il y a une accélération d'ailleurs sur le numéro 2, hein. Il y a un mélange de Zorro, il y a de la comédie, du travestissement, d'ailleurs c'est assez drôle, hein. De James Bond, on a Q, Thomas c'est ni plus ni moins Q, hein. C'est ça. Hein, et puis Arsène Lupin. Ah ouais, en effet, alors là vous me faites plaisir en disant ça.
Non, c'est carrément sympa. Bon, bref, on aurait pu faire l'émission complète là-dessus. Plume égarée cherche sa pie, oui, c'est ça, et le vol des pandas voyageurs. Les 2 premiers, le 3e, alors dans 2 mois? En décembre. Ah oui, Ouais. carrément. Ouais. Ah oui, non, vous écrivez pas aussi vite quand même. Ils sont écrits en fait depuis longtemps, comme je vous ai dit, je les ai d'accord. harcelés longtemps. Donc. D'accord. Donc vous faites le travail de correction, quoi, c'est tout, hein, c'est ça. Voilà, trouver une couverture sympa et Bon. voilà. Hôtel particulier maintenant du Mans, visite guidée. Non, visite privée. Visite privée, pardon, visite privée, vous avez raison. Franck Miot et Grégoire Follin. Franck Miot, vous êtes le narrateur, Grégoire Follin, le photographe. D'abord, la première question, c'est comment vous avez fait votre choix de ces hôtels particuliers? C'est ceux qui ont bien accepté Non, on est d'abord parti de ceux que l'on avait envie de faire découvrir, de montrer. Et sur cette base-là, on s'est appuyé aussi sur Josiane Coinon, qui a été l'initiatrice de cette collection. Et donc, qui signe la préface d'ailleurs. Exactement. Et donc, Josiane nous a ouvert les portes à Grégoire et à moi. En fonction des hôtels choisis. Alors effectivement, il y en a peut-être 1 ou 2 qui ne se sont pas ouverts, mais que l'on évoque quand même, et puis qui vont s'ouvrir dans un autre ouvrage. Et l'objectif, c'était de sortir de la cité Plantagenet et de regarder un patrimoine qui est toujours présent, mais finalement, pour une partie... Du 15e au 19e à peu près. Hein. 15e, 18e, et l'objectif, c'est vraiment les hôtels particuliers du 17e et du 18e siècle, parce que c'est un moment où la ville se transforme, il y a des travaux partout, elle s'étend. Et finalement, aujourd'hui, une partie de ces quartiers, c'est le centre-ville, et on oublie les hôtels particuliers, on ne voit que les commerces. Et puis pour un autre quartier, celui de l'abbaye Saint-Vincent, finalement, on le fréquente très très peu, il est à découvrir, il est dans son jus. Alors j'ai fait quelques choix, on va aller un peu rapidement. L'hôtel Jousset des Berry, qui est entre les rues de la Génière et la rue Lionel Royer. Oui, donc dans le quartier Saint-Vincent, c'est justement l'une de ces petites merveilles, de ces petites pépites du 18e. Tous ces hôtels particuliers qui ont été bâtis par la grande bourgeoisie ou la noblesse mancelle, d'Europe pour la noblesse, la bourgeoisie, de la cire ou de la laine de mouton que l'on appelle l'étamine. Donc une belle industrie, une belle économie au Mans, et donc ça a donné des petits chefs-d'œuvre. Blanchardon? Alors Blanchardon, il est pratiquement en face de Jousset des Berry. Et là, c'est presque un hôtel qui aurait pu figurer dans le précédent ouvrage. Son portail est plus ancien, il date de la Renaissance, mais il y avait un côté énigmatique parce que depuis tout petit, dans cette rue, l'hôtel de Blanchardon, vous avez une petite chapelle. Et cette petite chapelle, je n'avais jamais pu la voir, et ça a été l'occasion, grâce au propriétaire, d'y accéder et de pouvoir passer de l'autre côté du vitrail. Alors vous nous présentez la maison du Livroir, en fait, qu'on connaît sous le nom Maison Scarron. Hein. Oui. Tout simplement, avec notamment de jolis plafonds. Hein. Alors, oui, effectivement, au 19e siècle, vous avez une salle en rez-de-chaussée qui a été revue, repensée, redécorée dans le goût de la Renaissance. Le premier tribunal de commerce. Oui, alors ça, c'est l'hôtel des consuls. L'hôtel des consuls. Donc là, c'est tout finalement, c'est l'ancêtre de notre chambre de commerce qui a trouvé ses origines au cœur de la cité Plantagenet avant de très vite rejoindre le nouveau centre économique du Mans. Et 2 hôtels particuliers cachés, il faut absolument qu'on les évoque, puisqu'ils sont vraiment 100% cachés. Ceux-là, personne ne peut y accéder aujourd'hui. C'est l'hôtel Perrault, qui en fait... et la partie visible d'une discothèque, enfin à l'étage de la discothèque, quoi, c'est ça, mais totalement caché. Hein. Alors il est totalement caché parce que lui, il est en cœur d'îlot. Effectivement, c'est un hôtel de la Renaissance qui attend la bonne fée qui va le restaurer, même si sa propriétaire actuelle a pris soin, effectivement, qu'il soit hors d'eau. Donc il n'attend plus qu'une renaissance. Pour un photographe, ça doit être sympa de filmer de photographier ce genre de lieu. C'est un grand plaisir, c'est toujours une découverte, puisque en fait tous les hôtels, on a choisi de les présenter dans leur contexte actuel, c'est-à-dire habités ou plutôt en état végétatif. Donc c'était toujours très intéressant, puisque chaque hôtel devait se traiter de façon particulière.
Voilà, on a des hôtels où la végétation rentre à l'intérieur. On a des hôtels qui sont décorés de façon extrêmement décalée, moderne. Ah oui, il y a des photos d'ailleurs, c'est plutôt sympathique. Je vais terminer, parce que le temps passe hélas, sur l'hôtel Le Prince d'Ardennais, qui lui pour l'instant est encore caché, mais qui va être dans l'opération de restauration de la prison ou pas, non? Oui, bien entendu, ça fait partie de cette belle opération. Il sera de nouveau visible des morceaux dans quelques années. Il est derrière LCL. Voilà, exactement, et c'est certainement le plus imposant des hôtels particuliers du 18e au Mans. Donc on vous remontre la couverture, ça s'intitule Hôtel particulier au Mans, visite privée, signé Franck Miot et Grégoire Follin. Bon, vous avez de la lecture pour vos longues soirées d'hiver, sans problème, mais alors précipitez-vous, parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Enfin, il y aura des rééditions éventuellement. Merci mesdames, merci messieurs. Dans un instant, notre invitée intensément sartoise, Corinne Orczakowski, préfète de la Sarthe.